Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. La notion de multiculturalisme divise de plus en plus nos opinions occidentales, certains y voyant une dilution des références historiques et nationaux, d'autres, au contraire, soulignant la disparition progressive de conflits entre communautés hétérogènes qui apprendraient tranquillement à se côtoyer. À cet égard, Mathieu Bock-Côté, chroniqueur de l'émission, vient de sortir en France aux éditions du CERF, C-E-R-F, un ouvrage intitulé Le multiculturalisme comme religion politique. Retour avec Mathieu Bock-Côté sur les principales idées du livre. Mathieu, bonjour, bienvenue au Québec. Vous êtes rentré il y a une semaine à peu près? Oui, à peu près. Oui, une semaine en fait. Une semaine en fait. Vous avez fait la tournée des Grands-Ducs, j'imagine? Vous avez... Tout le mois. J'ai assuré la promotion de mon livre en France à ceux qui voulaient bien entendre parler. Et ils sont nombreux, je suis sûr. Et vous avez également accordé un grand entretien dans Le Figaro où vous êtes chroniqueur, ce journal de centre droit. Mm-hmm. Hein? Et vous avez un peu décliné un peu toutes les idées et vous touchez au multiculturalisme, l'islamisme, la théorie du genre, etc. Tout ça est lié pour vous? En fait, je crois que ça fait partie de la constellation dominante de l'époque. Et par exemple, si on veut faire un lien entre multiculturalisme et islamisme, alors d'un côté, le multiculturalisme travaille à la dissolution en fait des références nationales, plaide une espèce d'ouverture généralisée à toutes les différences. Le problème, c'est que l'islamisme s'empare du multiculturalisme pour faire avancer ses objectifs, pour mettre de l'avant ses revendications dans le débat public, donc instrumentalise le multiculturalisme pour assurer la promotion de son agenda. En se disant, nous sommes une minorité parmi d'autres et on veut juste avoir notre voilà, terrain. Ce qu'on constate finalement, c'est que l'espace occupé est toujours plus grand et il y a une volonté de conquête dans l'islamisme. Bon, alors il y a ça. Théorie du genre et multiculturalisme. Je crois qu'on est dans ce cas-là dans cette espèce de désagrégation des références historiques ou anthropologiques ou culturelles traditionnelles des sociétés occidentales. Alors, je pense qu'il faut être capable de penser plus largement l'idéologie dominante de l'époque dans ses différentes facettes. Et effectivement, elles sont liées. Il y a une hantise qui affleure chez vous régulièrement, c'est... Le déracinement, c'est un mot un peu vague, mais c'est surtout le morcellement ou l'émiettement du tout politique. La cité, si vous voulez, se divise en quartiers maintenant. Oui, bien sûr, c'est une belle image. C'est-à-dire, en fait, les deux viennent ensemble. C'est-à-dire, lorsque la communauté politique se déracine, s'extrait de l'expérience historique qui l'a rendu possible, pour se transformer en pur artifice égalitaire, devant traiter chacun de ces morceaux à la manière d'une identité parmi d'autres, sans qu'aucune d'entre elles ne soit plus structurante que les autres, eh bien, à terme, on assiste donc à une espèce d'effritement de la cité, une décomposition de la cité, et ce qui conduit à l'impuissance collective, sans aucun doute. Alors, lorsqu'un peuple n'est plus capable de se constituer comme peuple dans l'espace public, dans un espace politique qui lui soit propre, lorsqu'un peuple n'est plus capable de se construire comme peuple à travers ses institutions et n'apparaît plus qu'à la manière d'une société infiniment morcelée entre identités victimaires, réclamant chacun leurs petits morceaux et leurs petits droits, eh bien, ça donne une société qui n'en est plus une. Or, quand les temps redeviennent tragiques, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, un peuple qui renonce aux politiques et qui consent sa fragmentation infinie, eh bien, il renonce tout simplement à l'histoire. C'est en filigrane la question de l'unité. L'unité, ça fait penser à une boutade de Chesterton, un écrivain britannique que vous aimez beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Il disait que vivre en couple, c'est faire un. Il s'agit de savoir lequel. Alors justement, vous parlez de communauté d'histoire, expérience historique, le tout politique, enfin bref, la projection du peuple ou de la collectivité dans un projet unificateur politique. Mais dans une vision multiculturaliste, A va dire oui, mais c'est vous qui définissez l'histoire selon vos intérêts. B va dire à A, mais non, c'est vous qui définissez l'histoire selon vos intérêts. Comment faire citer aujourd'hui dans un contexte de morcellement et de mise en doute d'une classe dominante qui aurait décidé du sens des choses, du cosmos, de l'histoire, etc. Tel est le propre du multiculturalisme, justement, c'est de faire le procès de l'idée même d'un peuple. L'idée même. Donc, le multiculturalisme travaille
à fragmenter la conscience collective en disant finalement ce n'est pas une nation, ce n'est qu'une majorité tyrannique qui se dissimule dans les habits de la nation, mais qui en fait instrumentalise sa position pour écraser les subjectivités minoritaires. Voilà. Alors cette vision, elle s'appuie sur différents savoirs plus ou moins universitarisés. Parmi ceux-là, il y a ce que j'appelle l'historiographie victimaire, c'est-à-dire cette espèce de réécriture hyper critique de l'histoire des sociétés occidentales sous le signe de la pénitence. Il y a aussi la sociologie antidiscriminatoire, qui est très importante, qui a beaucoup d'influence aujourd'hui, et qui consiste à déconstruire toutes les formes de normes sociales pour n'y voir en fait que des rapports de pouvoir exercés par des majorités sur des minorités. Entre parenthèses, on trouve la même chose en linguistique. En linguistique? Parce qu'il n'y a pas de... oui, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire, il y a toutes les langues, pas toutes les langues, mais tous les niveaux de langage se valent parce que... J'entends ça, oui. Autrement dit, seulement sous cet angle-là. En fait, derrière ça, c'est le refus de toute forme de normativité. Voilà. C'est-à-dire ça, on le voit très bien, et il y a une forme de relativisme généralisé qui est probablement le point, je dirais, le fondement même de l'époque, c'est-à-dire une espèce de dissolution de toute forme de hiérarchie légitime, de toute forme de structure qui donnerait la distinction du meilleur et du pire, et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on est devant cette... j'ai parlé de l'historiographie victimaire, je parle de la sociologie antidiscriminatoire. À partir de là, il y a aussi cette idée au cœur du multiculturalisme qui consiste à dire que si la société est faite seulement de majorités contre des minorités, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'arranger pour que la majorité ne puisse pas être tyrannique. Parce que la majorité laissée elle-même persécuterait les minorités. Conséquence, par définition, il faut transférer le maximum de pouvoir des assemblées démocratiques classiques vers les tribunaux, qui sont considérés comme des espaces de régulation plus appropriés à nos sociétés diversifiées. Ou des garde-fous à la barbarie de la majorité. Voilà. Donc, il y a cette espèce de préjugé dominant contre l'homme commun, contre, appelons ça, l'homme occidental commun. Il y a ce préjugé contre l'idée même de nation, ce préjugé contre l'idée de souveraineté, et cette passion nihiliste pour la déconstruction qui va, à terme, bien évidemment, jusqu'à la destruction. Est-ce que vous dites, je crois dans votre livre qui s'intitule « Le multiculturalisme comme religion politique » qui vient de paraître aux éditions du CERF en France, ou du CERF, C-E-R-F, vous en prenez également au marxisme, qui lui également, si vous voulez, le marxisme fait son pain de la lutte des classes. Et le multiculturalisme a récupéré ce vocabulaire en remplaçant classe par minorité. Oui, mais voilà, c'est-à-dire parce que vous savez, surtout ces débats-là sur le multiculturalisme, quelquefois chacun a son opinion, mais c'est plus ou moins, pardonnez-moi, c'est plus ou moins fondé dans l'histoire des idées, dans l'histoire des philosophies. Alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est de retracer les origines du multiculturalisme comme religion politique. Et effectivement, je raconte à la fois l'histoire de la mutation du marxisme, c'est-à-dire un marxisme qui, dans les années 60, 70, 80 aussi, mais 60, 70 surtout, fait faillite intellectuellement. C'est-à-dire l'Union soviétique n'est plus une référence naturelle. La sociologie ouvriériste du marxisme ne fonctionne plus. Nous ne retiendrons du marxisme qu'une sociologie de la domination et on va remplacer l'économisme du marxisme par les luttes issues de la contre-culture. Et là, on va redéfinir, donc on va passer de la guerre de bourgeois-ouvriers à majorité-minorité. On va passer d'une critique du capitalisme à la critique de la civilisation occidentale. On va passer aussi de la diabolisation. Donc, je l'ai dit, on ne critique plus le bourgeois, on critique l'homme blanc hétérosexuel, pour le dire ainsi de manière un peu caricaturale. Et quant aux minoritaires, eh bien, tous les minoritaires sont bons pour peu qu'ils s'opposent aux majoritaires tel qu'on l'entend. Et là, ça nous amène quelquefois à des situations un peu loufoques. Donc, si vous avez, par exemple, un catholique conservateur qui défend des positions morales traditionnelles, il a toutes les chances d'être fustigé dans l'espace public parce qu'il est le représentant caricatural de cette majorité dominatrice. Sauf qu'il est lui-même minoritaire maintenant. Mais ce n'est pas pensé comme tel, parce qu'il est associé par cette sociologie antidiscriminatoire à la figure de l'homme blanc tyrannique. Mais, si vous avez les mêmes positions, mais qui sont portés par des musulmans traditionnels ou musulmans radicaux, pour le dire ainsi, traditionnalistes ou radicaux. Alors là, on va dire, il faut s'y ouvrir parce qu'il faut s'ouvrir à la diversité. Donc, selon que vous soyez classé dans la majorité dominante ou les minorités opprimées, vous pouvez avoir les mêmes positions, mais elles ne seront pas accueillies de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un effet pervers, si je vous comprends bien, Mathieu Bocoté, au multiculturalisme, c'est que, avant d'être musulman, homosexuels, végétariens, femmes, juifs, que sais-je, verts à pois bleus, enfin tout ce que vous voudrez, tout ce qui est minoritaire, je suis une minorité. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un genre de lessivage ou une javelisation, comme vous le dites, parce que l'islam a un goût typique?
Ouais, hein? c'est Le végétarisme a un goût typique et on peut pas être végétarien et musulman au même niveau ontologique. C'est ce que vous dites est très important. Et donc, on fait un genre de brassage. Et avant d'être quoi que ce soit, vous êtes d'abord une minorité. Voilà. C'est-à-dire, c'est le paradoxe de la fameuse ouverture à l'autre, c'est-à-dire A majuscule. Eh bien, le problème, c'est que tous les autres ne sont pas identiques. Je veux dire, le musulman n'est pas le juif, le finnois n'est pas le russe n'est pas le japonais, et le japonais n'est pas l'indonésien. Mais la notion d'autre ou de minorité, donc les deux se recoupent dans la logique du multiculturalisme, eh bien, ça écrase la diversité du monde dans une seule catégorie qui est celle de l'autre non occidental. Exact. Eh bien, à partir de là, il y a ce paradoxe singulier, c'est que le multiculturalisme, qui prétend embrasser la diversité du monde, en fait, l'écrase dans une dichotomie grossière entre le majoritaire tyrannique et le minoritaire qui, quel qu'il soit, mérite nos louanges. Vous parlez du Canada dans ce livre comme de superpuissance morale. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas eu d'empire, on va l'avoir au point de vue moral parce qu'on peut pas l'avoir au point de vue militaire ou économique. Et ce que, là-dedans, il y a encore ce fantasme typiquement occidental de vouloir encore une fois dominer le monde en s'arrogeant cette fois-ci le monopole de la culpabilité. Alors ça, je développe ça beaucoup, je le développe même davantage dans l'entrevue que dans le livre. Dans le livre, j'aborde la question du Canada, je traite ces questions-là, mais dans l'entrevue, c'était l'occasion un peu d'aller, appelons ça, on va toujours un peu, notre pensée devance toujours un peu nos livres. Mm-hmm. Alors, c'est le Canada, oui, effectivement, je crois. C'est-à-dire, voilà le drame d'un pays qui n'a toujours été que le meilleur allié. Le meilleur allié de l'anglosphère, c'était au temps de la Grande-Bretagne. Le meilleur allié de l'anglosphère aussi lorsque la capitale est passée de Londres à Washington. Mais c'est un pays qui, d'une puissance moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le Canada a satisfaire son désir de puissance en se présentant comme un laboratoire moral exemplaire dans l'histoire de l'humanité. L'utopie qui permettrait d'accomplir la réconciliation des cultures, l'expression satisfaisante de la diversité, enfin, qui a trouvé enfin sa formule politique convaincante. Donc le Canada aime faire la morale au genre humain dans son entier, et c'est pour ça que je dis qu'il se présente comme une superpuissance morale. Un pays qui surplombe l'humanité, qui est pas simplement meilleur que les autres, mais qui est plus en avance que les autres. Plus en avance, c'est-à-dire dans l'histoire. Donc c'est l'espèce de distinction typiquement progressiste de la ligne du temps, entre ceux qui sont en avance et ceux qui sont en retard. Oui. Et bien le Canada est le pays le plus en avance, et c'est lui qui peut, de ce point de vue, faire la morale à tous les autres en disant qu'ils ne vont pas assez vite dans la conversion à la diversité. Donc, si je vous comprends bien d'après votre vocabulaire, il compense son incapacité politique ou économique ou militaire par une posture morale? Oui, je sais pas s'il compense ou c'est tout simplement... vous parlez souvent du Québec, compensation morale, oui, aux échecs historiques. C'est particulier. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi au niveau du Canada? C'est pas impossible, c'est-à-dire ça m'apparaît pas insensé de le dire. Le Canada a toujours dû chercher une identité autrement que dans la puissance classique. Exact. De ce point de vue, on pourrait dire que c'est peut-être le premier exemple de soft power. Il n'en demeure pas moins que le Canada est contradictoire, évidemment. Quand les conservateurs sont à Ottawa, ils ont tendance à vouloir définir le Canada de manière plus classique. Hein. Ils préfèrent l'armée, ils préfèrent la couronne. Royaux, oui. Mais cela dit, je pense que le Canada trudeauiste, à tout le moins, est là avec Justin Trudeau, mais c'est à la puissance 1000. Eh bien, on est devant un Canada qui se croit le point d'aboutissement de l'histoire humaine. Vous êtes foncièrement conservateur, pas au sens Harper, évidemment, Mathieu Bocoté. Évidemment, un conservateur comme vous ne peut pas accepter tout ce qui se passe actuellement. Enfin, on parle de multiculturalisme, de théorie du genre, on parle de marxisme, on parle de plein de choses comme ça. Vous dites dans cet entretien du Figaro, ça doit reprendre un peu ce que vous dites dans le bouquin qui s'appelle « Le multiculturalisme comme religion politique » paru aux éditions du CERF en France, le conservatisme est une philosophie politique de la finitude. Diriez-vous qu'au Canada, on est dans l'infini du tout est beau, tout est mignon, tout est caramel, tout est bonbon? En fait, j'ai tout un chapitre dans le livre qui a pour titre « Le conservatisme est-il une pathologie ?» Et là, je médite sur l'impossibilité du conservatisme dans le monde contemporain, c'est-à-dire dans une époque qui se veut sous le signe de l'illimité, c'est-à-dire qui veut transgresser toutes les limites. Toute limite est une frontière étouffante qui empêche à l'être humain d'exprimer son plein potentiel. Bon. Alors, dans cette logique, le Canada, c'est le pays qui refuse de plus possible la finitude parce qu'il se prend justement pour le modèle de l'humanité enfin réconciliée, enfin accomplie. Hein, le Canada, c'est quoi? C'est l'humanité telle qu'elle devrait être. Du moins, c'est ainsi que se l'imaginent les patriotes canadiens. C'est une solution en cas d'un problème. On peut le dire comme ça. Mais je crois que de ce point de vue, oui, le Canada est le pays qui, en fait, c'est assez particulier
particulier. Hein. Le Canada, c'est un pays qui conjugue une forme de patriotisme très chauvin, c'est-à-dire la certitude d'être le meilleur pays au monde, et en même temps une forme de postmodernisme revendiqué, c'est-à-dire le refus de la notion même de pays. Donc, conjuguer ça ensemble, ça fait le discours des libéraux fédéraux, qui sont au pouvoir pour longtemps, et qui transforment profondément le pays. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il faut voir le Canada justement comme ce laboratoire de la postmodernité. Reste à voir si les Québécois seront tentés par ce laboratoire ou auront une réaction de survie ou voudront s'en délivrer. Mathieu, je vais sortir un mot que vous n'aimez pas trop, mais est-ce qu'il n'y a pas là, fondamentalement, peut-être inconsciemment, mais fondamentalement, un problème métaphysique? On n'aime pas la limite. La métaphysique est basée sur l'idée de limite. Oui. Le monde sublunaire d'Aristote et le monde lunaire, enfin le monde des idées de Platon, le monde de l'incarnation ici de ces idées d'après Platon. Encore une fois, le royaume de mon père n'est pas ici, disait Jésus-Christ. Cette tentation postmoderne n'est-elle pas justement une révolte contre cette structure métaphysique? Oh oui, je crois. De ce point de vue, je ne déteste pas le mot dans les circonstances. En fait, non, dans le livre, encore une fois, si vous savez, c'est l'avantage quand on sort un livre, on est toujours persuadé que tout est dedans. Je dis qu'il y a cette tentation qui ressort à partir des années 60, c'est l'utopisme. C'est-à-dire l'utopisme, la volonté de se délivrer de toute forme de limite. Et une nouvelle idée de l'homme apparaît à partir de là. Qui culmine notamment dans la fameuse théorie du genre, c'est le fantasme de l'indifférenciation et de l'auto-engendrement. Et qu'on s'invente soi-même. On s'invente soi-même de A à Z, on se prend pour un petit Dieu finalement. C'est-à-dire, non seulement, ce n'est plus qu'on ne croit plus en Dieu, c'est qu'on croit qu'on est soi-même Dieu. Alors à partir et on de là, retombe dans le péché originel, en un sens, ce que vous dites. Oui, ben en fait, si on veut utiliser ces catégories-là, je dirais que le propre du péché originel, c'est cette idée sur le plan métaphorique, c'est de nous rappeler que le mal est dans le cœur de l'homme. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était l'idée de génie du christianisme, appelons ça comme ça, c'est que le mal n'est pas situé quelque part dans la société, il est dans le cœur de l'homme, et c'est l'homme doit lutter contre ce mal qui l'habite d'une manière ou de l'autre. Et d'à partir de là, l'importance de la civilisation et de la culture qui permettent justement de diminuer la part mauvaise et de grandir la meilleure part. Sauf que le péché originel, c'est davantage vous serez comme des dieux. Donc on remplace Dieu. D'ailleurs, vous parlez souvent de tentation démiurgique. Bien sûr. Le Canada veut-il, pour faire un raccourci un peu abrupt, veut-il remplacer Dieu? Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais Dieu que est-il canadien? C'est mon Dieu. À tout le moins, le Canada se croit sous sa protection. Je pense que plus simplement, le Canada est dans une espèce d'anthropologie de l'illimité aujourd'hui. C'est le pays qui veut abolir toutes les formes de différence historique pour que n'existe plus finalement qu'une forme d'individu absolu et plus encore absolu s'il est attaché à une communauté minoritaire. Alors, devant cela, c'est un pays anhistorique, c'est un pays qui fait de son déracinement la marque de son progrès. Exact. Il ne nous est pas interdit d'en faire une critique, mais je comprends pourquoi à partir de là, il y a un tel enthousiasme canadien à travers le monde. C'est que le Canada est en harmonie avec l'esprit de l'époque. Tout à fait. Tout à fait. Je vais devoir poser un geste hautement anti-canadien, poser une limite à cet entretien, un terme à cet entretien, mais on recommence la semaine prochaine. Avec plaisir. Mathieu Bocoté, donc vous êtes l'auteur de plusieurs livres, mais le dernier en date qui est sorti aux éditions du CERF en France, le multiculturalisme comme religion politique. C'est combien de pages au fait? 330 ou 340 je crois. Parfait. Donc une bonne lecture pour quelques bonnes soirées. Merci beaucoup. Au grand plaisir.